Cher président, c'est le cœur battant que je vais vous demander de nous dire qui obtient la Palme d'Or. C'est la première fois qu'elle est à Cannes pour le festival. La musique retentit, la montée des marches va pouvoir commencer. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, l'édition spéciale Cannes 2025, votre rendez-vous incontournable du cinéma et des paillettes où on vous apporte chaque jour un compte-rendu des films qu'on a vus, de nos anecdotes marrantes, de nos galères parfois, et même, de temps en temps, les stars qu'on a croisées. Toujours un tête-à-tête avec Jess pour ce dernier épisode de la croisette ici, puisqu'on rentre à Bruxelles demain matin. Yes. Comment ça va, Jess? Salut Martin, écoute, ça va, c'est vrai qu'on commence à sentir qu'on tire un petit peu sur la corde, mais on est toujours là, on est motivé. On a, en fait, entre les films à voir, les interviews, les conférences de presse, essayer de manger entre deux trucs, on finit par enregistrer un peu tard, mais on est content d'être là. Surtout qu'aujourd'hui, cette journée a commencé de manière un peu bizarre, un peu flottante, et finalement, c'est terminé en apothéose, et je peux dire, après moult péripéties, donc je suis contente. Oui, un peu flottante, c'est exactement le terme, puisqu'évidemment, il a flotté. Il a flotté. On s'attendait pas à ça quand on a fait notre valise. Effectivement, il y a eu une espèce de tempête qui est passée sur Cannes, donc pendant la nuit et jusqu'à 4 heures de l'après-midi aujourd'hui. Ouais. Et ça a été chaud. C'était pas de la petite tempête, hein. Non, c'était de la vraie tempête et ça nous a carrément fait annuler notre séance du de matin. 8h30 du matin. Ouais. C'était infaisable. Et j'ai trouvé, je ne sais pas trop comment, la force à 11h30 de braver la pluie. Si vous êtes abonné sur le Ce n'est que du cinéma d'Instagram, vous avez vu le petit live que j'ai fait sous la flotte pour essayer désespérément d'aller voir le film que j'avais prévu en deuxième film déjà. Mais donc, au programme de cet épisode, 2 films, Montée des marches. On a terminé en beauté, Montée des marches pour terminer ce festival pour nous. Alors, on précise que c'est pas la fin du festival. Le festival, la cérémonie de clôture sera le 24. Mais nous... on s'en va parce qu'on a peu d'argent. Et plus de santé. On a plus d'argent, plus de santé. Il faut qu'on aille dormir. Il faut qu'on dorme. Il faut qu'on aille hiberner pendant 3 jours. Mais donc, on a terminé ça bien. On a fait le tapis rouge pour 2 films qu'on attendait beaucoup. D'un côté, le nouveau film de Rebecca Zlotowski, Vie privée, avec Jodie Foster, Daniel Auteuil et Virginie Efira. Ensuite, de l'autre, Fiori, de Mario Martone, qui avait notamment réalisé Nostalgia en 2022, souviendez-vous. Et puis ensuite, je vous parlerai du film égyptien en compétition officielle Les Aigles de la République. Et enfin, Jess nous parlera de Renoir, film japonais, de la réalisatrice Chie Hayakawa. Est-ce qu'on est parti, Jess? Mais oui, évidemment, on est parti. Friedman, nom de jeune fille, Kinder, Perle Kindertot. La mort de Perle. Putain. Madame! Alors, Vie privée, c'est un film qui est donc présenté hors compétition au Festival de Cannes 2025, mais on sentait bien que le festival avait très envie d'inviter toutes les stars qui étaient présentes dans ce film et de soutenir ce projet. Donc, pour le petit pitch très rapidement de Vie privée, Liliane Steiner est une psychiatre reconnue, donc elle est donc jouée par Jodie Foster, et quand elle apprend la mort de l'une de ses patientes, pour le coup Virginie Efira, c'est la première scène, elle se persuade qu'il s'agit d'un meurtre. Troublée, elle décide donc de mener l'enquête. Et l'enquête va être menée avec Daniel Auteuil, qui est son ex-mari. Voilà, comme ça vous avez les 3 protagonistes principaux qui sont posés. Bien résumé. Dans ce film, vous avez aussi l'apparition de Vincent Lacoste et quelques autres acteurs. Il y a une belle brochette en fait, en réalité quand même dans ce film. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce Rebecca Zlotowski? On était pam. J'avais mon pape et toi ta robe. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film? C'est vrai qu'on était sapés comme jamais pour cette projection. Il y avait Virginie Efira dans la salle. Oui, quoi. Ça, il y avait Virginie Efira. Il y a quand même quelqu'un qui a crié à un moment donné, Virginie, je t'aime. Les gens étaient on fire, c'était assez drôle. Les gens étaient très contents d'être là. C'est vrai que c'est assez drôle d'assister à une vision dans le grand théâtre Lumière, parce qu'il y a toujours une chouette ambiance, surtout quand le casting est présent, on va pas se mentir. C'est un peu pour ça qu'on est content d'être à Cannes aussi, c'est quand on peut avoir, grâce à toi, Martin, il faut le reconnaître. Les skills d'actualisation le matin à 7h du mat pour avoir les places. C'est vrai que la journée avec la tempête et tout, j'étais un peu dans le bad et j'avais dû annuler un truc que j'avais envie d'aller voir. Et effectivement, je suis moins réactif que toi pour prendre des places, et surtout les places nœud papillon, donc celles qui nous obligent à être bien sapés. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que je suis en train d'apprendre. On apprend en fait Cannes, on a envie de tout faire, et en fait, au Festival de Cannes, on peut pas tout faire, on peut pas aller tout voir, on peut pas aller faire toutes les conférences de presse, on peut pas voir. Et c'est vrai que ce matin, je dois avouer que j'étais un peu frustrée. Toi, t'avais réussi à choper 2 montées de marche. Moi, j'avais pas encore eu la mienne. Et très gentiment, tu as accepté de me donner un de tes tickets d'ailleurs pour que je puisse faire la montée des marches en deuxième partie de soirée. Mais du coup, Vie privée, j'avais envie de le voir.
J'arrivais pas à choper une place parce que c'était sold out chez sold out. Je suis quand même allée saper comme jamais avec toi. Bah oui. On est allé pour le last minute et je suis allée faire la file du coup des tickets last minute. Qu'en général il y a à la fois la presse mais aussi les badauds, les gens normaux. Les badauds. Les badauds qui viennent aussi. Et j'y croyais pas du tout parce qu'il y avait un méga casting. Je me suis dit jamais je vais réussir à rentrer, surtout qu'il y avait 15 personnes en last minute qui ont pu déjà rentrer. Ils font ça par plusieurs vagues. Donc j'étais là dans cette file en train d'attendre. Et puis il y a eu une deuxième vague, on a pu passer. Donc vraiment 5 minutes avant que le film démarre, en fait, ils nous ont encore fait passer. Donc là, on fait pas vraiment la montée des marches, on passe vraiment par un petit coin de marche. On peut pas faire les marches officiellement, on peut pas faire la vraie montée. Mais du coup, j'ai eu ma petite place last minute pour aller voir le film malgré tout. Donc c'était une petite montée d'adrénaline assez rigolote. Et donc, mais qu'est-ce que t'as pensé du film? Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Du coup, j'étais dans un bon état d'esprit pour voir la projection parce que j'étais contente d'être là, avec Jodie Foster dans la salle et Daniel Auteuil. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Ben, c'est un film où tout le monde est névrosé. C'est un film de bourgeois névrosé. Et j'ai envie que Jodie Foster soit ma psy. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs, ceci dit, parce qu'elle est parfois un peu flippante. Non, disons que j'ai bien aimé le film. Je l'ai trouvé divertissant, sans plus. En fait, je trouve que il n'a pas une grande prétention non plus. Divertissant en plus. Oui, voilà, exactement. Ça pourrait être presque pour moi, en fait, une sorte de téléfilm du dimanche soir, un peu policier / comédie. C'est vrai qu'il balance un peu entre ces deux genres. C'est un peu un film policier, c'est un peu une comédie. Donc, j'ai trouvé chouette et divertissant, mais sans plus. Le scénario est pas dingue. En fait, je crois que ce qui m'a le plus plu, c'est le duo Jodie Foster, Daniel Auteuil, parce que je les adore. J'ai grandi avec ces deux acteurs. J'adore les voir à l'écran. Ils fonctionnent bien ensemble. Mais je crois que si on retire le duo Foster-Auteuil, je crois que le film n'a quasiment pas d'intérêt, en fait, pour moi. Et en plus, Jodie Foster en français dans le texte, hein, donc parce que si vous ne le saviez pas, elle a fait des écoles en France dans ses jeunes années de vie. Je crois que ses parents qui voulaient absolument l'envoyer dans l'école française aux États-Unis. Elle était passionnée de français. Oui. Et voilà. Et donc en fait, elle parle extrêmement bien. Faut quand même avouer que c'est bluffant. On n'entend presque pas l'accent sur certaines répliques un petit peu, mais donc mais après elle se double souvent. Elle se double souvent elle-même aussi quand elle joue dans un film en anglais. Elle se double elle-même. Tout à fait. Après dans le film, elle dit qu'elle est donc américaine, mais qui habite en France depuis un moment donné. Donc c'est vraiment Jodie Foster, Daniel Auteuil dans un vrai couple francophone vraiment. Et ça c'est quand même assez impressionnant à voir. On sent vraiment l'amour aussi de Jodie Foster pour la France et donc d'avoir accepté ce projet avec Rebecca Zlotowski. Mais toi t'as été moins convaincu que moi, j'ai l'impression. Moi j'ai trouvé ça pas terrible. C'est horrible parce que en vrai, vu le moment, vu comment on était habillés, le nœud pape, le fait de savoir qu'il y a Virginie Efira qui est à moins de 50 mètres. Franchement, ils auraient pu faire un effort, quoi. Mais oui, j'avais très envie d'être extrêmement emballé. En fait, qu'est-ce que ce serait quand même chouette de pouvoir être dans un film où tu applaudis les gens vraiment sincèrement et pas poliment. Oh, t'es dur. Non, mais si, vraiment, genre. Moi, j'ai applaudi Jodie Foster avec tout mon âme et tout mon cœur. Oui, mais parce que Jodie Foster, mais le film, objectivement, est des espèces de petits drames bourgeois qui ne racontent pas grand-chose, vraiment. C'est un film qui, à un moment donné, pendant une petite demi-heure, devient une comédie. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça qu'il aurait dû être sur l'ensemble du film. Et pas un drame un peu thriller, un peu... C'est un film qui ne sait pas dans quelle catégorie il se trouve. Heureusement, l'alchimie de Jodie Foster, Daniel Auteuil marche super bien. Ce couple qui a été très amoureux, qui a donc eu un enfant, joué par Vincent Lacoste, et qui s'est séparé, on comprend ça. Et puis, en fait, par le fait que Daniel Auteuil voit bien que Jodie Foster est un peu en détresse, parce qu'elle pense avoir mis le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire que sa patiente qui est décédée aurait été éventuellement assassinée. Et donc, il mène l'enquête et tout d'un coup, on se retrouve un petit peu avec Tic et Tac qui font l'enquête. Et c'est très rigolo. Ça fait un peu papy-mamie. Ça, c'est marrant. Voilà, papy-mamie essaie de s'infiltrer pour obtenir des informations. Daniel Auteuil, il a un rythme comique malgré lui. Et elle aussi, d'ailleurs, en français, d'ailleurs, c'est à nouveau, c'est pas sa langue maternelle. C'est quand même très, très impressionnant. Et ils ont quelques scènes aussi émouvantes, d'un vieux couple qui se retrouve et qui se demande un peu comment tu fais. Bon, là, t'as objectivement un enfant avec quelqu'un, donc cette personne sera toujours dans ta vie, mais pendant des années, ils ont été très très séparés, ils veulent plus du tout habiter ensemble, mais ils ont des sentiments l'un pour l'autre, ils s'embrassent à nouveau, enfin voilà. Ils se font des bons petits restos ensemble où ils picolent bien, et finalement, ils sont des amis, des espèces d'amis qui s'aiment très fort. Enfin, moi j'ai trouvé ça très fort. Heureusement qu'il y a ça. Virginie Efira, déception. Ouais, on la voit pas beaucoup. Elle a 3 scènes puisqu'elle est décédée, donc en fait elle a 3 flashbacks à son actif dans ce film. Ça ne va pas. On lui a demandé de jouer quelqu'un de décédé. Voilà, exactement. Donc super. Vincent Lacoste, ça va, très bien, très chouette, mais petit rôle. Mais voilà, à part ça, il y a pas grand-chose dans le film. Le film est complètement inoffensif. Il est anecdotique, je pense. On va l'oublier assez vite. Mais oui, alors que son film Une fille facile, vraiment, alors il avait clivé la critique, mais au moins, il y avait un propos qui était assumé, ça allait à fond dans le délire. Et c'était fort. Enfin, moi, c'est un film que je défends très très fort, qui est, je pense, mal compris par ceux qui ont tendance à le critiquer, mais
mais c'était très fort. C'était vraiment, c'était humain, c'était viscéral. On sentait les cigales, la croisette et on sentait l'amour naissant. Enfin, c'était beau, quoi. Et là, non, il y a rien dans ce film. Il y a pas de, c'est inoffensif. C'est le mot. Le film est inoffensif. C'est pas un mauvais film, c'est inoffensif. C'est effectivement film policier / comédie attendrissante et divertissante. Mais c'est vrai qu'aussi je suis un peu déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes, parce que j'ai adoré son précédent film à Zlotowski, qui était Les Enfants des autres, avec Virginie Fira, qui questionnait un petit peu le rôle des beaux-parents et qui questionnait l'envie de maternité à un âge passé 40 ans, qui était assez subtil et assez sensible. J'avais adoré ce film. Là, du coup, c'est vrai qu'avec Vie privée, on a l'impression que Zlotowski s'est un peu plus amusé, qu'elle a voulu faire un truc plus léger. Bon, voilà. Bah, écoute. Hors compétition, donc voilà. Oui, ça mange pas de pain, voilà. C'est bien le problème. Ça ne mange pas de brioche. Mais par contre, j'adore Jodie Foster. J'étais contente de la voir en chair et en os, et Daniel Auteuil aussi. J'ai grandi avec ces acteurs, donc rien que pour le kiff de les avoir vus en vrai, de les applaudir. Oui. Moi, je les applaudissais pour l'ensemble de leur carrière. C'était grisant, mais le film sera à mon avis très vite oublié. Allez, on va passer au deuxième film qu'on a vu à nouveau dans les marches. Donc c'était du coup la séance de 22 heures. Là, on était il y a quelques heures. Fiori. James Dean. Oh, piano! Amore, 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 amore mio. In braccia a te me scordo ogni dolore. Fammi resta con te, si non me moro. Fammi resta con te, si non me moro. Donc Fiori film cette fois-ci en compétition officielle. Je vous pose le pitch tout de suite. Nous sommes à Rome dans les années 80. Goliarda Sapienza. Goliarda Sapienza travaille depuis 10 ans sur ce qui sera son chef-d'œuvre, L'Art de la joie. Mais son manuscrit est rejeté par toutes les maisons d'édition. Désespéré, Sapienza commet un vol qui lui coûte sa réputation et sa position sociale. Incarcérée dans la plus grande prison pour femmes d'Italie, elle va y rencontrer voleuses, junkies, prostituées, mais aussi politiques. Et après sa libération, elle continuera de rencontrer ces femmes et de développer avec l'une d'entre elles une relation qui lui redonnera le désir de vivre et d'écrire. Le pitch est un peu long, mais je trouve qu'il est très complet sur ce que le film raconte. Donc c'est un film de Mario Martonnet avec Valeria Golino et Matilda De Angelis. Franchement, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce Fiori ? Alors dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé le film. J'ai passé un bon moment. Après de nouveau, deuxième partie de soirée, j'étais aussi peut-être un peu boostée à l'adrénaline parce que ça m'était aussi un peu une aventure pour réussir à accéder à cette salle. Parce que grâce à toi, Martin, j'ai pu avoir mon petit ticket pour enfin faire passer sur le red carpet, faire semblant les photographier par plein de photographes qui en fait photographiaient clairement une autre madame avec une très belle robe. Mais voilà, moi c'était pour toi, Jess, mais évidemment. Donc j'ai pu. Mais avant d'arriver sur le red carpet, effectivement, notez-le, à noter pour la prochaine fois que je viens à Cannes, vous ne pouvez pas aller sur le red carpet avec un sac Quechua à 5 balles en imperméable. Parce que ça peut être une bombe. Voilà. Non, il faut juste en fait un beau sac. Il faut être juste bien habillé. J'étais plus ou moins bien habillée, mais là du coup elle m'a dit non mademoiselle, votre ticket c'est bon, il est scanné, mais par contre vous ne pouvez pas rentrer avec ce sac et je ne peux rien faire pour vous. Donc j'ai dû appeler Martin. J'ai fait Martin, je vais te balancer mon sac à la gueule et tu vas devoir le garder parce que sinon je peux pas aller sur le red carpet. Du coup je me suis retrouvée à courir pieds nus le long de la croisette parce que j'avais des talons qui me faisaient mal pour pouvoir te rejoindre à temps. Bref, du coup je suis arrivée en sueur dans la salle et pour me retrouver du coup à Rome dans les années 80 où il faisait chaud également. Super transition. Excellent. Donc voilà. Donc j'ai mis du temps moi, à comprendre que c'est inspiré d'une histoire vraie. J'aurais peut-être voulu avoir l'info plus tôt. Oui. Alors j'ai mis du temps à rentrer dans ce film parce que je sais pas, j'ai mis du temps à un peu m'accrocher à l'histoire et aux personnages et au contexte historique entre guillemets de cette femme. On est d'abord en prison, etc. Mais une fois que je suis rentrée dans l'histoire et que je me suis accrochée au personnage, j'ai été emportée et j'ai vraiment bien aimé. C'est une belle histoire, je trouve, d'amour et d'amitié, de sororité entre 3 femmes et surtout entre 2. Il y a aussi un peu de sensualité, je trouve. Il y a cette réflexion sur l'après la prison, sur l'amitié. C'est un petit peu, on est un petit peu en errance avec ces femmes aussi. Donc non, j'ai mis du temps à trouver un peu mes marques dans le film, mais finalement j'ai été assez touchée. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, moi j'ai plutôt bien aimé ce Fiori. Pareil, je ne savais pas que c'était en fait un personnage, donc Goliarda Sapienza. Autrice, ouais. C'est une autrice qui en fait a été reconnue beaucoup plus tard. Donc elle a été reconnue 32 ans après son manuscrit.
Et c'est d'abord par la France que son manuscrit est arrivé en 2006 et il a été du coup en Italie publié en 2008. Et aujourd'hui, elle est considérée comme une des plus grandes autrices du XXe siècle, ce qui est fou. Au fond, c'est une histoire dingue en vrai. Parce que à l'époque, elle a tout perdu. En fait, elle a commis un vol, elle a volé des bijoux dans une grande maison très riche. Elle s'est fait pincer en essayant de revendre ses bijoux voilà, parce qu'en fait, elle devait gagner sa vie. Et donc, elle a fait de la prison et c'est là qu'elle a rencontré ses femmes. Et en fait, c'est ces femmes aussi qui l'ont inspirée très très fort. Alors, c'est pas forcément le sujet de l'art de la joie, mais ça va être le sujet d'énormément d'autres récits qu'elle va écrire après et des amitiés qu'elle aura tissées. Donc c'est très très touchant, notamment si vous restez jusqu'au générique, vous avez enfin les archives montrées de cette autrice, des vraies archives, ouais. Goliarda Sapienza, et donc c'est assez touchant. Maintenant, le film a quand même des vrais problèmes de rythme, faut quand même le dire. Oui. Certes, on était fatigué, mais il y a quand même des scènes qui sont plus... On n'est pas fatigué, Martin. On n'est pas fatigué. Non, il y a des scènes qui sont moins intéressantes que d'autres. Il y a des scènes vraiment super, et notamment quand elles sont réunies les trois. Oui. Tout d'un coup, ça devient une espèce de Thelma et Louise, un petit peu... J'ai pensé à ça aussi. Oui. J'ai aussi pensé à Thelma et Louise, quand elles partent en road trip. Clairement un clin d'œil à Thelma et Louise. Il y a une vraie vibe de ces espèces de petites criminelles, si tu veux, enfin de petites criminalités, mais qui en ont rien à faire et qui fument et qui sont sur la route et qui font leur truc et puis ils sont... Donc là, c'est après la prison. Elles se retrouvent une fois qu'elles sont... Le flashback explique un peu de comment elles se sont rencontrées, mais l'histoire se déroule à un moment donné où elles ont quitté la prison, évidemment. Voilà, c'est ça, ouais. Et ça m'a vraiment touché. Enfin, il y a notamment un plan de repas qui est probablement ma scène préférée. Enfin, d'abord de douche, très sensuelle d'ailleurs, douche à 3, voilà, je vous préviens. Comment tu nous mets du teaser, Martin? Tout à fait, on fait monter la température dans ce podcast. Et puis suivi d'un repas assez frugal, mais en même temps avec une vraie, enfin vraiment, on est là avec elle, on comprend l'énergie qui se passe. Et puis le film va faire un petit cut vers en fait le même repas où elles étaient placées exactement avec la même disposition autour de la table, mais au milieu de leur cellule parce qu'elles partageaient une cellule à 3. Et ce moment-là, vraiment, il est très très fort. Donc il y a des scènes qui sont vraiment très très fortes. Il y a une scène où elle se bourre la gueule au whisky aussi qui est assez chouette. Mais alors autour de ça, il y a plein d'autres scènes qui franchement te font regarder ta montre aussi un petit peu. Et voilà, je m'explique pas bien pourquoi il y a pas peut-être quelqu'un qui aurait peut-être pu dire à Mario de couper un peu. Mario Martonnet, mon bon Mario, peut-être qu'il y avait moyen d'être plus court parce que le film fait quand même 2h, 2h10. Voilà, je pense qu'il y avait clairement moyen d'enlever une bonne demi-heure en fait et de garder quelque chose de beaucoup plus péchu qui aurait pu en fait se pencher un peu plus vers le côté Thelma et Louise qui est vraiment la meilleure partie du film. Ouais. Et alors dernier point, mais on en a parlé hors micro, je sais que tu vas être d'accord avec moi, mais le rôle de Matilda De Angelis, donc qui joue le deuxième rôle, donc la jeune, est bluffante. Elle explose l'écran et à mon avis, il y a un potentiel palme aussi pour elle. Ouais. Même si c'est un de ses premiers rôles et donc peut-être que trop jeune, etc. pour avoir une palme déjà, c'est souvent aussi pour des carrières, mais waouh! Matilda De Angelis, quoi. Vraiment grosse claque. Ouais, elle est super jeune. Je sais pas quel âge elle a, mais elle a fait effectivement une gueule de cinéma. Enfin, elle est sublime et elle est magnétique. Et elle joue extrêmement bien. Et puis, c'est son rôle aussi. Effectivement, elle joue cette jeune... Elle a 29 ans. Elle a 29 ans. Voilà, c'est incroyable. Non, on sent qu'elle est un peu... Elle est solaire dans le film. C'est une personnalité explosive, fun, extravertie. Mais en même temps, elle a ses dark side. On sent qu'elle peut vriller aussi. Donc, le rôle, déjà aussi, est bien, est vraiment super. Donc, c'est comme toi, si je devais remettre un prix d'interprétation à une personne du film, ça serait clairement elle. Même si Valeria Golino, qui tient le rôle principal, c'est aussi une immense star en Italie, effectivement, et même un peu par-delà. Et même à l'international aussi. Vous l'avez peut-être vu. Il y a peut-être d'autres films italiens qu'on pourrait citer, mais les films dans lesquels moi je l'ai vu, c'est Frida dans Hot Shots, qui est pas des chefs-d'œuvre, mais elle joue dedans. 36 Quai des Orfèvres, Les Beaux Gosses. Donc voilà, elle a vraiment une filmo énorme. Apparemment, elle joue dans Rain Man. Je m'en souviens pas vraiment, mais elle doit avoir un rôle aussi là-dedans. Ah oui, je me souviens pas dans Rain Man. Et c'est vrai quand je l'ai vu dans Maria avec Angelina Jolie tout à fait il y a pas si longtemps. Donc énorme filmo en fait. Donc c'est super qu'elle ait le rôle principal dans ce film parce qu'elle rayonne. Donc je trouve que les deux, le binôme est vraiment super. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. Les Aigles de la République. Pour le petit pitch, George Fahmy est l'acteur le plus adulé d'Égypte et il accepte sous la contrainte de jouer dans un film commandé par les plus hautes autorités du pays. Il se retrouve alors plongé dans le cercle étroit du pouvoir. Comme un papillon de nuit attiré par la lumière, il entame une liaison avec la mystérieuse épouse du général qui,
s'avère superviser aussi le film. Donc film de Tariq Saleh avec Fares Fares, Zineb Triki et Lina Koudry, que j'ai vu du coup en bravant la pluie ce matin. C'est celui-là que j'ai pu obtenir. On était à 2 doigts de ne pas y aller. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Je suis impressionné. Et heureusement l'Égypte m'a un petit peu réchauffé. Mais donc t'es arrivé trempé dans la salle de cinéma. Ça sentait le chien mouillé. Ça sentait vraiment le chien mouillé. J'ai mis du temps à sécher. J'étais vraiment trempé. Et non, c'est vrai. Et j'ai même eu froid. Voilà. C'est pas souvent que c'est comme ça, mais voilà. Il faut ce qu'il faut pour pouvoir voir un film. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces aigles de la République? C'est bien. Et c'est marrant parce que j'entendais les gens qui sortaient, tout le monde disait à peu près la même chose. C'est bien, mais c'est moins bien que son film précédent qui était La Conspiration du Caire, qui avait vraiment mis la barre très très haut. Et donc pour Tariq Saleh, effectivement, visiblement, la marche était peut-être trop haute pour faire encore mieux que ce film qui avait été vraiment très très bien, sorti il y a quelques années. Tout le monde joue bien, l'histoire est chouette. Le problème, c'est qu'on est donc plongé dans cette Égypte qui est en train de transitionner. Donc on est après les printemps arabes, c'est le général El-Sisi qui a pris le pouvoir. Donc et on sent bien que le pays se referme. Hein, donc il abandonne le libéralisme dont il jouissait plus ou moins avant pour revenir vers un État plus religieux, plus militaire, plus dictatorial évidemment, et donc le film est en réalité un film de propagande qui est surveillé par des agents de la censure aussi du gouvernement et du ministre et du président. Et donc on sent tout ça, mais bon, même d'un point de vue politique, à la limite le point de vue politique est pas trop mal expliqué, mais au niveau de la tension, je veux dire, il y a quand même tout le monde, il y a pas mal de personnages dans ce film qui vont jouer double jeu. Il y a des relations un petit peu extra-conjugales à droite à gauche, tout ça, dont on sent bien que tout le monde est sur écoute, tout se sait, que la police, d'espionnage qui surveille un petit peu tous les personnages est au courant, il y a des menaces, mais la tension ne monte jamais. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage, parce qu'avec une histoire comme celle-là, ça m'a fait penser à un film qui se passe en Tunisie. C'est un sujet un peu différent, mais c'est sur la violence policière en Tunisie, qui s'appelle Aïcha, qui fait ça, mais 1000 fois mieux. Vraiment, Aïcha, c'est un film qui crée complètement la tension, alors que là, les aigles de la République, on voit qu'il y a de l'argent, on voit qu'il y a tout pour que ça marche, et en fait, ça se regarde, mais ça m'emporte pas. Voilà. Oui, tu n'as pas l'air d'avoir été plus convaincu que ça en plus, ça ne partira pas avec de prix, peut-être la performance masculine du personnage principal, qui est quand même assez dingue. Et par ailleurs, on sent aussi, c'est peut-être une autre critique du film, le film est calibré pour Cannes. Parce que c'est un film de cinéma de Cannes qui parle de la fabrication d'un film. On voit énormément de plans sur le set où coupé, on refait, etc. On voit la projection presse, on voit la montée des marches à un moment donné, leur photoshoot. Ouais, c'est marrant. Et donc, il y a un moment donné, vous êtes littéralement dans une salle de cinéma, vous regardez l'écran, et il y a une salle de cinéma qui lui-même regarde un écran. On est vraiment sur j'aime bien, moi, genre le truc. Inception d'écran, c'est un peu comme regarder Babylone et des films un petit peu comme ça. Mais ça m'a laissé 6 sur 10, quoi. Il y a rien à dire contre le film. Le film est vraiment pas mal, mais il manque un petit truc. Il n'atteint pas les sommets de La Conspiration du Caire, il n'atteint pas les sommets de films qui parlent à peu près des mêmes sujets ou qui se déroulent dans des contextes politiques intérieurs tendus. Alors, dernier film de notre sélection pour la journée, on va parler de Renoir. Alors, pour le petit pitch, Renoir, nous sommes à Tokyo. En 1987, Fuki, 11 ans, vit entre un père hospitalisé et une mère débordée et absente. Un été suspendu commence alors pour Fuki, entre solitude, rituels étranges, élan d'enfance. Le portrait d'une fillette à la sensibilité hors du commun, qui cherche à entrer en contact avec les vivants, les morts, et peut-être finalement avec elle-même. Et donc c'est un film réalisé par Chie Ayakawa, avec Yui Suzuki, Lily Franky et Hikari Ishida. Tu l'as vu toi, du coup Jess, qu'est-ce que t'as pensé de ce Renoir? Écoute, il faisait aussi partie des films assez attendus pour cette 78e édition du Festival de Cannes en compétition officielle, puisque la réalisatrice a gagné la Caméra d'Or au Festival de Cannes en 2022 avec Plan 75, qui était donc son premier long métrage. Là ici, Renoir, c'est son deuxième long métrage. Alors du coup, le film s'appelle Renoir parce qu'on voit effectivement à un moment donné une fois un tableau de Renoir au mur, mais ce n'est pas du tout le sujet du film. Effectivement, on suit l'apprentissage, en fait, une petite partie de vie d'une jeune fille, d'une fillette de 11 ans, effectivement, et ça se passe en 1987 à Tokyo. Alors c'est en partie autobiographique, puisque voilà, la réalisatrice est née aussi à la même période et avait aussi 11 ans en 87, donc on sent clairement qu'elle parle un peu d'elle-même à travers tout ça. Alors c'est un film qui prend du temps à être
apprécié et on met un peu le temps pour rentrer dedans parce que ça parle de plein de choses. En fait, cette petite fille qui est toute jolie, toute naïve, toute jeune, en fait, elle a 11 ans, est confrontée au monde des adultes et il y a des choses dramatiques un peu plus tôt que prévu parce que son père est en train de mourir d'un cancer, sa mère est très stressée et très occupée et donc elle se retrouve un petit peu livrée à elle-même et alors elle essaie de trouver un peu des échappatoires et ce qu'elle recherche surtout c'est le contact humain, les interactions avec autrui. Donc elle va rencontrer une amie à son école avec qui elle va essayer de sympathiser, mais aussi faire un peu des moins bonnes rencontres. Donc voilà, c'est un film dans lequel on flâne un petit peu, il y a des très beaux plans, c'est poétique, on est vraiment en immersion avec la petite fille et on vit ça vraiment au niveau de son regard, si je puis dire. Donc c'est un film qui était joli et que j'ai trouvé intéressant. Après, voilà, il a fallu que je m'accroche un petit peu parce que c'est sûr que c'est un petit peu contemplatif, un peu lent. Ça peut sonner péjoratif, même si ça l'est pas tout à fait, mais voilà. Mais par contre, un des points positifs du film, c'est que la petite qui joue le rôle principal, Yui Suzuki, est assez bluffante. C'est son premier rôle. Elle a seulement 11 ans et franchement, elle a un regard captivant et elle est présente dans chaque plan du film. Et je la trouve vraiment bluffante. Donc, je sais pas si on peut parler d'un prix d'interprétation pour une si jeune fille. Je sais que parfois, il y a des acteurs très jeunes qui reçoivent des prix. Mais elle, franchement, elle est bluffante. Donc, vraiment, révélation de ce film. Après, voilà, je crois que j'ai mis un peu du temps à m'acclimater au rythme du film qui est un peu lent. Et on sait pas trop où nous emmène le film. C'est vraiment une petite chronique. Donc voilà, Renoir, réalisé par Shi Ayakawa. Joli petit film, en partie autobiographique. Voilà, qui m'a plu avec des petites réserves malgré tout. Eh ben, trop bien. On arrive à la fin de cet épisode, mais comme c'est notre dernier, et oui, c'est déjà la fin. Oui, c'est vrai, c'est déjà la fin. On va faire rapidement un petit top, peut-être pronostic un petit peu, même si on n'a pas tout vu, donc on a compté, on en a vu 14, 15 sur 22, quelque chose comme ça, pour la compétition officielle. Toi, Jess, comme ça, de ton chapeau, on va dire, en restant dans ceux qui sont vraiment dans les 22, parce qu'on avait aussi vu des films hors compétition, vous l'avez bien entendu dans nos épisodes. Qu'est-ce qui serait pour toi, si tu pouvais voter toi-même, si tu étais membre du jury, qu'est-ce qui serait la palme à ce stade? Peut-être un top 1, 2 ou 3, si tu as 3 films à souligner. Et puis après, on parlera aussi de l'ensemble des films qu'on a vus. C'est ça. Mais écoute, le plus gros choc que j'ai eu à Cannes pendant la semaine où on était là, c'est clairement Sira de Oliver Lax, parce que c'est un film qui a été un choc visuel et scénaristique à des tas de niveaux et il m'a complètement sorti de ma zone de confort. Donc voilà, c'était un film fou à des tas de niveaux. Alors je sais pas par contre il a la carte d'identité pour gagner la Palme d'Or parce qu'il est quand même aussi assez décalé ce film. Donc voilà pour moi Sira, mais j'ai par contre aussi eu un petit coup de cœur pour La Petite Dernière de Hafsa Herzi qui était son 3e film. C'était un joli portrait d'une femme qui explore son homosexualité et ses premières histoires d'amour alors que c'est une femme musulmane et qu'elle a grandi dans une famille musulmane. Ça par contre vraiment j'étais très ému par ce film, donc j'espère aussi qu'il va alors peut-être repartir avec quelque chose. Eh bien, moi, je suis assez d'accord avec ces deux coups de cœur que t'as. Par ailleurs, c'est des films qu'on a pu voir ensemble. Oui. Moi, je remets un petit billet sur L'Agent Secret, même si je pense pas qu'il va gagner la palme, mais j'espère vraiment que Wagner Moura va pouvoir remporter quelque chose parce que en termes de, voilà, pour la carrière, à l'endroit où il en est dans sa carrière, c'est, je pense, le bon moment pour une palme, pour vraiment le propulser encore à des niveaux plus élevés parce que il montre toujours qu'il est capable d'aller plus haut et de faire des rôles différents. Il a aussi une certaine capacité à transformer son physique. Pour Narcos, il a pris beaucoup de poids pour faire Pablo Escobar. Dans Civil War, il joue un gars beaucoup plus musclé, vraiment très très fit. Là, il est un peu entre les deux. Il a reperdu. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui fait des transformations mentales, physiques, d'acteur. Moi, je le vois pour le moment sans limite. Donc, ce serait bien qu'il soit récompensé pour ça. Donc, je mets un petit billet sur ça. Maintenant, je suis d'accord avec les 2 films que t'as donnés. Voilà, j'ai pas, Sira. Moi, je pense que la palme, elle va partir sur Sira. Maintenant, voilà, il nous reste 7 ou 8 films qu'on n'a pas vus. Oui, à voir un petit peu. Il y a peut-être encore d'autres options, Ouais. effectivement. Mais Parce que Sira, on a d'un vu côté, 2 tiers déjà, donc ça nous donne une petite idée quand même précise. je me demande si serait pas possible qu'ils mettent la palme à un autre film et que Sira pourrait possiblement repartir avec le Grand Prix du jury ou un autre prix. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être possible aussi. Parce qu'il est quand même radical aussi à un certain niveau, Sira. Mais moi, je serais vraiment contente qu'il reparte avec quelque chose et il faut qu'il reparte avec quelque chose. Et alors, d'un point de vue formel, moi, j'ai bien aimé, en fait, les 2 procureurs. Je sais que je vais être sûrement tout seul à défendre ce petit c'est vrai. truc. Si, c'est vrai. Parce qu'on était fatigués, mais en réalité, je trouve que le pitch de cette espèce de boucle infernale, avec les indices qui sont finalement parsemés à travers tout, et finalement, rend le film un petit peu, c'est un petit jouet. Dans le bon sens du terme, c'est un petit casse-tête comme ça qui, en fait, vous donne les clés. Donc, c'est un casse-tête honnête. Et je trouve que c'est très bien réalisé. L'acteur principal, donc Alexander Kuznetsov, je le sors de mon chapeau comme ça. Il est vraiment bluffant aussi.
J'espère qu'il peut avoir quelque chose aussi. Il risque d'attirer peut-être des prix ce film parce qu'il est politique et que ça parle voilà de la Russie et d'une période sombre de la Russie. Pas que ça nous fasse penser à des moments actuels, mais voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose qui mine de rien. Je me rends compte que même si j'ai eu du mal à parfois rester éveillé à ce moment-là, il est resté avec moi ce film. C'est un film qui a vraiment grandi, qui reste. Donc c'est que voilà. Et on sait que Cannes parfois a tendance à remettre des palmes politiques. Oui. Et donc ça pourrait être aussi un choix totalement assumé. Ouais. Mais on est d'accord que pour le côté politique, Eddington de Harry Astor ne repartira pas avec quelque chose. Voilà. Non, le Eddington, c'était une énorme déception. Mais ça, on peut aussi en reparler. Nos déceptions. Il y avait des grands noms qu'on attendait qui nous ont déçus. Bah, on en a parlé, voilà, du Alpha, hein, récemment du Cournot, que ça nous a pas du tout pris. Le Harry Astor, ça nous a pas pris non plus. Le Die My Love de Lynn Ramsey aussi. Il y en a qui ont aimé. Il y a des gens qui ont aimé, hein. Il y a des gens que ça a touché, mais. Moi, ça m'a pas du tout parlé. J'ai trouvé vraiment bruyant et bordélique, ce film. Et alors, le Wes Anderson a clivé aussi énormément. Moi, j'ai plutôt passé un moment chouette et léger, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est quand même un très mauvais Wes Anderson encore. Moi, je le verrais pas repartir avec une palme ou un prix. Pour moi, il aurait même pu être présenté hors compétition. Et je suis pas, dans l'absolu, pas toujours très sensible au cinéma de Wes Anderson, même si ça reste un réalisateur de talent, bien sûr. Mais oui, nous, on a passé un bon moment, mais il a réalisé de meilleurs films dans le passé. Et c'est ça, on se rend compte que ce festival de Cannes, il y a beaucoup de noms qui reviennent et qui sont attendus, peut-être qu'ils sont trop attendus, et je pense qu'il y en a beaucoup dont le niveau est moins haut cette fois-ci. Mais bon, voilà, peut-être aussi, il faut bien comprendre et nous pardonner, hein, on est à chaud, on réagit à chaud à ces films, on est aussi dans des états de fatigue aussi avancés, on regarde énormément de films, on n'a pas toujours peut-être, ça je me suis vraiment posé la question parce que c'est la première fois de ma vie, mais je suppose toi aussi Jess, qu'on est confronté à autant d'intensité cinématographique et filmique en si peu de temps, donc en fait au niveau des batteries émotionnelles, pouvoir accepter des films, les recevoir, les digérer, on en voit 4 par jour. 4 par jour en moyenne, plus le podcast enregistré qui nous force aussi à nous replonger dans toute une série d'autres films. Ouais, peut-être qu'il y a un épuisement, c'est possible, mais en attendant quand même, quand je vois les autres compères qui ont l'air d'être beaucoup plus professionnels et rodés à l'exercice, je vois qu'ils ont aussi les avis un petit peu proches du nôtre, donc voilà. En tout cas, on aura hâte d'avoir aussi votre avis. N'hésitez pas à aller sur Ce n'est que du cinéma, le Instagram ou le TikTok pour nous dire aussi ce que vous pensez vous des films, pour ceux qui sont déjà sortis ou ceux qui sortiront dans les prochaines semaines. Et puis nous, voilà, c'est la fin. Demain, on repart vers la Belgique pour revenir à la vraie vie, en fait, parce que c'est un peu une bulle quand même, Cannes. On est un peu coupé de tout. Exactement. On a même plus de temps pour parler à nos proches et à répondre à leurs messages. C'est vrai. On est vraiment débordés. Mais c'est pour la bonne cause. J'ai plus ouvert ma boîte mail depuis beaucoup trop longtemps. Et c'est vrai que même répondre à nos proches, parfois, moi, c'est plus simple de juste envoyer une photo. J'ai pas le temps d'écrire une phrase. On a vraiment été dans notre bulle intense pendant une semaine. C'est vrai. Donc je crois que le retour à la réalité va être un peu particulier, ouais. Ça va être dur d'atterrir, mais c'est peut-être nécessaire aussi. Après 8 jours comme ça. En tout cas, nous, on vous remercie, mais énormément les auditeurs, auditrices de nous avoir suivis pendant cette semaine cannoise. Voilà, il reste encore 3 jours de Cannes, évidemment, ça ne s'arrête pas, mais pour nous, on rentre à Bruxelles. Et puis, nous, on va se retrouver du coup très très bientôt à Bruxelles avec un épisode classique, du coup, normal, avec les sorties qui seront là, dispo en Belgique. On ne sait pas encore, parce qu'en fait, on n'a même pas regardé ce qui est en train de passer en Belgique en ce moment. On verra ça dans quelques jours. Oui, on parlera peut-être du film de Fred Dardenne qui sera passé à Cannes entre-temps. Ah oui, c'est vrai. Jeune mère qui est très attendue des Dardennes. Il y a encore du lourd qui arrive à Cannes. Un grand nom qui ressort. Oui, de ouf. Bon, en tout cas, c'est tout pour nous. Et nous, on vous fait des gros bisous. Et la prochaine fois que vous nous entendez, nous serons de retour à Bruxelles. Ciao, ciao. Merci Martin et au revoir à tous. Merci à tous.